Commençons cette séance, si vous le voulez bien. Chers membres de l'ICOM, chers collègues, merci d'être là pour cette 8e séance de nos vidéoconférences que nous avons lancées au cœur du confinement pour rompre l'isolement en créant du lien entre nous tous, professionnels de musée. Nous organisons ces Zooms depuis maintenant 2 mois, tous les 15 jours, et dans un but, qui est le titre générique de ce site, d'accompagner les musées dans leur réouverture. Ce mode de communication sur une plateforme qu'on dit virtuelle, cela n'a sans doute pas été inventé avec le confinement, mais cela a connu une vogue que nous n'avions pour notre part pas anticipée. Cela crée, je crois, de nouvelles formes d'échange dont on peut penser qu'elles s'installeront durablement, tant elles rassemblent. Le nombre de gens qui rejoignent ces débats virtuels, tant les nôtres, bien sûr, mais également ceux qui sont organisés dans notre monde des musées, au sein d'ICOM, à l'international, dans toutes les organisations professionnelles qui nous environnent, ce nombre est considérable. Cet exemple des webinaires, comme on les a appelés, comme on les appelle maintenant, me servent d'amorce à l'instant, mais bien sûr, quand nous allons parler du numérique avec vous, nous allons aborder de très nombreux aspects. En 1h30, on n'épuisera pas le sujet, mais on peut le camper pour y revenir dans les prochaines sessions et je pense qu'on ne manquera pas d'y revenir tout au long de l'année. Nous avons parlé de Vogue, mais naturellement, la place, l'importance, la créativité numérique dans les musées n'est pas née le 16 mars 2020. Les musées ont saisi le numérique depuis 25 ans, initié depuis un quart de siècle des programmes CD, DVD. Les grands musées français n'avaient pas loupé le coche des bornes et applications dès les années 2008. Et la richesse des sites Internet de nos musées n'est pas née d'une pandémie. La vogue issue du Covid précédait le Covid, mais elle s'est diffusée à grande vitesse et a positivement surpris. Le public l'a saisie, et des interactions constructives se sont fait jour entre les établissements et leur public à la maison. À ICOM France, nous l'avons perçu ainsi, et largement relayé vers nos membres dès le début du confinement. On s'est, à distance, comme vous tous, concerté entre membres du bureau d'ICOM France pour suivre les sites et les réseaux sociaux de nos membres et organiser petit à petit, sans savoir exactement où on irait, le relais sur nos réseaux, de vos propres réseaux. On a ouvert notre site à vos initiatives et lancé ce cycle que nous essaierons de faire perdurer au-delà de la saison du Covid. La vogue du numérique est-elle durable? C'est le titre que nous avons donné à cette séance et cette formulation même est un débat. Durable, ça a au moins 2 sens. Est-ce que ça va durer? Et est-ce que cela va le sens de la protection de l'environnement durable? Question d'actualité, d'urgence même. Quel impact environnemental a concrètement cette consommation numérique accrue? Trop tôt pour le dire, mais déjà temps sans aucun doute de s'en soucier, de s'en préoccuper. Quand on parle de durée, une autre question est celle des ressources, cette fois financières de nos établissements. L'accès du public à l'offre numérique des musées est gratuit, ou la plupart du temps est gratuit, du moins ne génère pas de recettes de billetterie. Et bien sûr, ce modèle est déjà interrogé par certains d'entre nous, ici comme dans le reste du monde, et dans bien d'autres secteurs que dans le secteur des musées. Les enjeux sont majeurs, nous ne les mesurons sans doute pas encore, mais vous l'avez peut-être lu comme moi, les GAFA, eux, n'ont pas subi la crise, ils ont cru de 11%. Nous voudrions nous focaliser sur une appréhension des pratiques inédites que le confinement soudain et long a entraîné dans les musées, dans vos musées. Avec les témoignages de nos orateurs invités, je crois que Sophie nous a maintenant rejoint, je ne la vois pas à l'écran, mais je vais peut-être la voir tout à l'heure. Donc avec les témoignages de nos 4 orateurs invités et avec vous, pour échanger sur l'expérience de cet été si particulier et parler bien sûr de vos projets de rentrée. Les réouvertures sont maintenant engagées pratiquement dans tous les musées. Il y a beaucoup d'expériences à échanger entre professionnels en cette période où il a fallu tant innover et inventer pour exercer nos missions, en premier lieu pour travailler, être présent tout en étant à distance,
en télétravail pour beaucoup encore maintenant, et peut-être d'une manière qui va se prolonger car les nouvelles sanitaires ne sont finalement pas si bonnes. Même si notre ministre de la Culture a annoncé ce matin la suppression de la distanciation sociale dans les salles de spectacle et dans les cinémas, sauf quand même des jaunes rouges et avec masque, nous ne savons pas, je vois que Bénédicte reloche la tête, elle est au ministère, peut-être nous en dire un mot, sauf zone rouge et avec masque, on ne sait pas si cela se déclinera et comment dans les musées, et idem pour les 2 milliards d'euros consacrés à la culture dans le cadre du plan de relance que le Premier ministre a aussi annoncé ce matin. Nous en saurons peut-être plus puisqu'il y a des annonces de rencontres avec les professionnels à partir de demain. Nous ne pourrons pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur notre sujet du numérique. Avec nous, pour lancer le sujet, Philippe Guillet, que vous voyez à l'écran, directeur du musée d'histoire naturelle de Nantes. Merci Philippe d'être là. Philippe, tu dois nous quitter vers 14h45, donc je te passerai la parole en premier, c'était d'ailleurs prévu comme ça. Avec nous, Dominique de Fonréau. Dominique est directrice de la médiation et de la programmation du Louvre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sophie Aron, Sophie, directrice du musée Magnien à Dijon. Merci de nous avoir rejoints. Et Pierre-Yves Lochon, qui est fondateur du club Innovation et Culture, qu'on appelle le CLIC France, qui témoignera également peut-être de son expérience de cet été. Il nous restera, après vos 4 interventions, chers collègues, il nous restera 1 heure pour un débat, un peu plus d'1 heure peut-être, pour un débat avec vous tous jusqu'à 15h30. Vous connaissez le mode d'emploi de ces formules Zoom. Quand vous voulez prendre la parole, vous levez la main, on le voit peut-être à l'écran, ou bien vous conversez sur le chat, il y a une icône converser ou chat sur vos écrans, ou bien vous posez une question, non, je crois que c'est les 2 façons de faire. Quand vous ne parlez pas, pensez à couper vos micros, parce que sinon ça fait des impacts sonores qui sont désagréables pour les autres. Vous savez aussi que nous vous enregistrons et nous mettons la discussion ensuite en ligne sur notre chaîne YouTube pour que ceux qui ne peuvent pas se connecter puissent profiter quand même de votre expérience, de vos échanges et de nos débats. Si vous ne voulez pas apparaître physiquement, pensez à couper votre caméra. Vous pouvez bien sûr tout couper. Voilà, merci en tout cas d'être là. On est maintenant 70. On a déjà quelques questions, quelques personnes qui nous saluent et qui sont contentes de nous avoir rejoints. Je passe la parole à Philippe Guillet, donc je le redis pour ceux qui nous ont rejoints un peu après. Tu es le directeur du musée d'histoire naturelle de Nantes. Tu es également un membre très actif de la communauté des musées de sciences et de techniques. Tu as été longtemps le président de l'association des musées scientifiques et techniques. Donc, bien sûr, à ce titre-là, sans doute, la question du numérique, de la technique, de la science te sensibilise tout particulièrement. Un autre élément, si je peux me permettre, avant de te laisser la parole, et qu'au début du confinement ou au début de l'été, la date exacte m'échappe maintenant, tu as publié un article qui était un peu un cri du cœur, dans lequel tu appelais de tes voeux le retour du public réel au contact des objets réels. Bien sûr, le Muséum d'histoire naturelle a su maintenir le contact avec ses publics pendant toute cette période. Peux-tu nous parler de ton expérience, de ta sensibilité à ces questions du virtuel? La parole est à toi, cher Philippe, pour quelques 5, 6, 10 minutes, si tu veux. À toi. Ok. Ben, merci. J'espère que vous m'entendez bien. C'est clair. D'accord. Je vois les visages qui disent oui. Donc, bon, la vogue du numérique, tu as présenté la chose. C'est un sujet évidemment extrêmement vaste. Tu en as
dit quelques éléments. Je vais en dire seulement quelques éléments, étant entendu que dans ce que je dis, j'ai bien conscience qu'il manque plein de choses, mais simplement se focaliser sur deux ou trois points, avec ce titre évidemment provocateur. Et d'ailleurs, l'intervention que j'avais faite, l'interview que j'avais faite avec Pierre-Yves Lechon de Click, c'était aussi un petit peu provocateur. Ça a été également repris dans la lettre de l'OSIM cet été. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la lettre de l'OSIM a voulu aller un petit peu plus loin dans ce que j'avais dit dans l'interview de Click, et je pense que mon intervention rejoint un peu d'ailleurs le, les, le texte de cette lettre de l'OSIM que je vous invite évidemment à lire parce qu'il y a plein d'autres choses, bien entendu, très intéressantes. Alors sur le numérique, en interne, déjà, c'est aussi un peu une des conséquences de ce confinement. C'est pour nous, en tout cas, la mise en place du télétravail à l'automne. Donc les conditions sont actuellement en cours de définition. Hein, et évidemment, il faut, comment dire, armer en quelque sorte les, les salariés hein, du musée avec les outils nécessaires, donc le travail en VPN, enfin, etc., etc. Donc c'est déjà un coût relativement important. Et puis aussi les conditions de ce télétravail. Donc ça, c'est la première chose, c'est en interne. C'est déjà bien que le numérique, on voit bien que ça, c'est quelque chose qui s'insère. La deuxième chose, c'est évidemment les visioconférences, hein, comme celle-ci, dont tu en as parlé aussi d'autres qui ont eu lieu précédemment et qui auront encore lieu après. Moi, je cite simplement un exemple, hein, des réunions à Paris qui durent 2 heures. Pour venir de province, une réunion à Paris, on a transport, tram, train, métro, bus, c'est au moins 5 heures. Donc il y a du coût, il y a de la fatigue, il y a un impact et environnemental évident. Donc certaines réunions se faire par visio, c'est évident que là encore, c'est quelque chose de durable qui va durer dans le temps, c'est pas simplement qu'une vague. Ça, c'est le point en interne. Après, il y a évidemment tout le côté public. Et moi, je voudrais insister sur les limites du numérique, ce que j'ai dit effectivement dans l'interview avec Click ou dans la lettre de l'OSIM, avec ce résumé un petit peu provocateur aussi, qui est déconnectez-vous au musée. Déconnectez-vous au musée, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une sacrée saturation d'écran, que ce soit dans la vie professionnelle. Toute la journée, on est très souvent dans nos écrans, on pourrait dire presque tout le temps. Dans la vie personnelle aussi, hein, quand on rentre le soir, on est encore face à des écrans. Un écran d'ailleurs, ce que je disais, qui matérialise bien le fait que c'est quelque chose qui se place entre deux personnes, entre deux éléments hein, divers. Cette confrontation, c'est aussi une réflexion qui a été entendue hein, par nos visiteurs. Ça, c'est des retours en disant non, nous, on veut pas d'écran, on veut pas utiliser nos smartphones quand on vient dans un musée. Et évidemment, c'est ce qui est recherché par nos visiteurs, c'est la relation directe avec l'objet, sans écran. Et là, je voudrais prendre l'exemple de notre expo en ce moment sur Néandertal, hein, qui est l'exposition du Musée de l'Homme qui a été réadaptée. C'est vrai que quand on est devant un crâne authentique, véritable de Néandertalien, et qu'on est à côté d'un moulage, la réaction, l'émotion ne peut pas être pareille. C'est ça, ça rien, absolument rien de comparable. C'est encore, je dirais, même comment dire, augmenter si on a affaire évidemment à un crâne virtuel. Il y a d'autres applications d'utiliser. Mais là, je suis sur le côté de l'émotion, et c'est ce que tu disais, Juliette, hein, sur vraiment pour moi, ce qui fait le cœur, vraiment le triptyque fondateur du musée, l'objet réel, le public réel, et éventuellement un médiateur humain entre l'objet réel et le public réel. Et ça, c'est pour moi quelque chose qu'il faut absolument privilégier. Ça ne veut pas dire qu'il faut se passer du numérique, bien entendu, mais c'est la raison d'être des musées, la première raison d'être des musées. Je voulais revenir un petit peu en arrière, c'est que bon, on a quand même déjà réfléchi un petit peu sur ce numérique il y a maintenant bien des années, et je reviens sur les rencontres nouvelles technologies, institutions muséales, qui sont des rencontres qui avaient eu lieu en 98 à Dijon, pour ceux qui s'en souviennent, à 99 à Montréal, et puis en 2000 à Bruxelles, et qui avaient donné lieu à un manifeste, le manifeste de Montréal, qui serait d'ailleurs intéressant de ressortir et
de regarder 20 ans après, hein, le manifeste de Montréal, je me souviens très bien, c'était le travail de Jean-Pierre d'Albera, hein, qui nous avait préparé ce document, approuvé en séance en Assemblée générale, il y avait quand même pratiquement 500 personnes, et qui déjà fixait un certain nombre de critères pour ce numérique. Alors bien sûr, on était dans ces années-là au tout début du numérique, hein, 20 ans, les premiers sites Internet étaient de 95, donc on avait 3 ans, 4 ans, un peu de derrière. C'était encore la période des vidéodisques, je ne sais pas si vous avez connu, c'est des énormes disques sur lesquels on mettait 3 ou 4 images, j'exagère à peine, hein, les premières mises en ligne, hein, de sites. Et je pense que, bon, bien sûr, il y a les rencontres nouvelles technologies de notre ami Pierre-Yves, mais il serait peut-être temps aussi d'avoir une réflexion iconoclaste. C'est ce que j'avais proposé il y a 2 ou 3 ans avec Déconnectez-vous au musée. Le point, c'est que quand on est un muséum, évidemment, on est toujours quand même un peu taxé, bon, un petit peu sur le côté un peu vieillot, rétrograde. Alors, toujours le risque d'avancer, mais je pense quand même qu'il est temps qu'on ait cette réflexion, je dirais même une réflexion iconoclaste, c'est-à-dire que véritablement, on casse un peu, qu'on n'hésite pas à casser, puis à se dire, bah, attendez, là, on part peut-être dans un mur sur cette direction, etc. Course effrénée au numérique, oui. Moi, j'ai un autre point qui me chagrine, c'est que dans nos musées, bon, on le sait très bien et on va le savoir de plus en plus, on aura des moyens malheureusement sûrement moindres. Il faut quand même s'attendre à ce que 2021, oui, soit une année assez difficile pour nos établissements, hein. Dans les collectivités, en tout cas, le niveau des recettes va être diminué et je pense qu'il y aura un impact. Je n'ai pas reçu encore ma lettre de cadrage budgétaire, mais s'il y a un moins 10%, je ne serais pas étonné, hein, moins 10%, et pourtant, Dieu sait si Nantes est une ville qui a encore les moyens. Le, le, le numérique, c'est souvent, je le vois par rapport à nos collègues du musée du château qui ont des prototypes effectivement très, très intéressants, mais qui ont un coût important de réalisation et puis surtout un coût de mise à jour, un coût d'entretien. Je sais que nombre de nos musées n'ont pas forcément les moyens d'entretenir toutes ces applis. Et ça, c'est aussi un point que j'aimerais qu'on ait sur des applications professionnelles rodées, c'est-à-dire qu'on les met en place et puis on est là pour 5 ans, 10 ans, mais pas de les revoir au bout d'un an, 2 ans, parce que le système d'exploitation a changé, a été mis à jour et que ça ne fonctionne plus avant. Ça, c'est des choses réelles et vécues. Alors évidemment, des positifs, hein, là c'est un petit peu, là aussi, un peu provocateur, mais c'était, je crois, l'objectif rien que par le titre, hein, l'objectif de cette visioconférence. Le positif, bien sûr, c'est la gestion des collections, hein, n'oublions pas ça, c'est la mise à disposition des collections à l'ensemble des publics. Au Muséum de Nantes, on a 1-2% des collections présentées, ce qui veut dire qu'on a 98% des collections en réserve, donc non accessibles. Bien évidemment que de mettre à disposition par le numérique l'ensemble des collections publiques, c'est un de nos, comment dire, un de nos objectifs principaux. Et on a des outils maintenant qui le permettent. Bon, c'est un peu plus compliqué quand on a 1 million et demi d'objets, évidemment, hein, de numériser et de distribuer, mais il y a des collections principales et il faut s'intéresser à cette collection principale. Puis un deuxième effet positif que je vois, nous, pour nos muséums, c'est la réalité augmentée. Et quand on a des pièces, notamment en paléontologie, qui sont souvent des pièces quelquefois difficiles à comprendre, j'en ai même enlevé encore cet été du muséum parce que c'était pas compréhensible simplement par l'exposé. Je pense que même des géologues ne devaient pas comprendre à quoi ça correspondait ce genre de pistes notamment. Donc là, la réalité augmentée, faire revivre des paysages, faire revivre des animaux et des espèces disparues il y a bien longtemps, ça c'est le domaine du numérique. Et bon, il y a certains musées qui nous l'ont proposé, Berlin ou les États-Unis, avec notamment la mise en place de dinosaures vivants, par exemple, hein, et bien d'autres choses. Donc voilà un peu cette intervention. L'idée, bien sûr, c'est de prendre en compte tout cet ensemble de positifs, de négatifs, mais moi j'insiste beaucoup sur le fait que de plus en plus, quand on vient dans nos musées, on est là pour rencontrer
des objets, d'être confronté à des objets, qu'on est dans le domaine de l'émotion et que ça, malheureusement, le numérique, s'il est une aide pour plein d'autres choses, n'est pas une aide pour ce côté de délectation, hein, comme on disait autrefois dans cette définition de l'ICOM il y a quelques années. Voilà ce que j'avais à dire, les quelques mots sur cette déconnectez-vous au musée notamment. Merci Philippe pour ces quelques mots d'introduction qui sont vraiment très riches et nombreux. Tu parles de beaucoup de choses, tu parles même de la définition du musée, mais ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, même si c'est vrai que la dernière définition du musée n'inclut pas ce mot de numérique, parce qu'elle date probablement d'avant, non pas la vogue du numérique, mais avant. Elle date de 2007, elle a plus de 12 ans, on n'avait pas pensé à le mettre dedans. Tu dis beaucoup de choses, on y reviendra, j'espère qu'on aura le temps de profiter quand même de ta présence pour le débat qui va suivre. En tout cas, je retiens deux choses. Avant de passer la parole tout de suite à Dominique, mais tu as commencé par parler de télétravail. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que quand on aborde cette question du numérique, on a une foule de sujets qui se déclinent. On ne va pas pouvoir tous les traiter, mais peut-être que ça nous fera un programme des sujets qu'on abordera tout au long de l'année autour de cette question du numérique dont on avait senti il y a un an ou deux à ICOM que c'était un sujet d'une importance capitale sur lequel on avait voulu faire un débat, une de nos fameuses journées de déontologie, et je pense que le temps est venu de monter une réflexion en termes de déontologie sur ces sujets. Puis tu as parlé d'une autre chose qui est le manifeste de Montréal, et peut-être Philippe, si tu le retrouves, on le mettra en ligne parce que ça peut être tout à fait intéressant. Je peux faire un appel du pied pour que tu ailles rechercher dans tes archives quelque chose qu'on pourrait diffuser. Je passe maintenant la parole à Dominique de Fonréau. Chère Dominique, donc, vous êtes directrice de la médiation et de la programmation du Louvre. On ne présente pas le Louvre, mais peut-être que c'est très intéressant de vous entendre pour savoir à la fois comment se sont organisés. Comment vous avez réfléchi les pratiques de médiation cet été et puis qu'est-ce qui se profile pour la rentrée? À vous. Ouais, merci beaucoup Juliette, et c'était très intéressant d'écouter Philippe dans la mesure où d'une certaine manière le Louvre qui était plutôt assez en retard dans ses dispositifs numériques, notamment par rapport au musée scientifique, finalement a peut-être aujourd'hui une réflexion non pas inverse, mais une réflexion qui prend en considération assez fortement le numérique. En deux mots, pour faire l'histoire courte, notre site internet avant le confinement était essentiellement consulté pour des enjeux pratiques, c'est-à-dire, et donc très consulté de ce point de vue-là, c'est-à-dire trouver la station de métro, les horaires, etc. Très vite, au moment du confinement, une fois qu'on avait mis, comme vous tous, hein, sur vos sites, une sorte de pop-up pour dire que le musée était fermé, mais enfin ça tout le monde le savait grosso modo, enfin dans différentes langues du monde que le musée était fermé, on s'est dit assez vite, hein, dès la première semaine, et ça me semble important, qu'il fallait aller au-delà. On ne pouvait pas simplement de dire que le musée était fermé alors que tous les musées du monde étaient fermés. Donc, on a d'abord travaillé sur nos propres ressources, hein, puisqu'il était difficile de faire autrement. Hein. Je ne reviendrai pas sur ce que Philippe a dit sur le télétravail, mais là aussi, on est aujourd'hui dans la même configuration. Mais donc, il fallait faire avec nos propres besoins et nos propres ressources. Et on a très vite monté comme une sorte de petite conférence de rédaction, d'une certaine manière, qui a associé à la fois ma direction, mais aussi la direction de relations extérieures, donc de la com. Et on a du coup essayé de voir comment on pouvait, d'une certaine manière, éditorialiser l'offre sur le site internet, puisqu'il n'était plus question de dire si on était ouvert ou fermé, où était la station de métro, mais comment on pouvait établir des liens. Et au départ, on a commencé très modestement, et en fait, on s'est rendu compte très vite que le succès était là, puisque à la fin des 8 semaines de confinement, on a eu environ 12 millions de connexions, ce qui correspondait à presque les 2/3 de ce qu'on avait eu une année normale. Donc, c'était absolument exceptionnel. C'était bien au-delà de ce qu'on avait pu anticiper. Donc, ça allait bien au-delà de simplement l'ennui ou la désir d'errer, etc. Donc, du coup, ça a été, et j'espère que ce sera durable, puisque la question de la durabilité est au cœur de notre débat aujourd'hui, ça a été un véritable coup de pouce
pour deux choses. D'abord, cette idée d'éditorialiser, de rédaction en chef, de contenu, c'est-à-dire avoir un site de contenu et pas seulement un site d'information. Ça, c'est un point important et assez fondamental. Et aussi, finalement, avoir un lien entre le musée sur Internet et le musée in situ. Parce qu'évidemment, je rejoins Philippe et nous tous d'ailleurs, c'est important que tout ça ait pour but de faire revenir au sein des musées. Et donc, une véritable créativité, une véritable invention, puisque après les premières semaines où on a fait avec nos ressources, notamment par exemple la visite virtuelle de la Joconde qu'on avait tournée avant, des éléments comme ça, on a cherché à avoir des produits d'une certaine manière inédits, avec notamment des podcasts. On a lancé avec France Inter des Odyssées qui fonctionnent très bien. On a aussi créé une enquête au Louvre qui aura des suites et qui fonctionne aussi très bien. On a créé un petit Louvre qui est destiné plutôt aux familles, qui là aussi fonctionne, je dois dire, très bien. Et puis, on a mis en ligne, alors après le confinement, des visites comptées, qui étaient des visites qu'on faisait auparavant in situ, mais qu'on a mis aussi en ligne. Et on a eu les visites d'été qui sont en ligne, on aura des visites d'automne et on aura aussi des visites d'hiver et de printemps. Donc, on a vraiment, ça a été finalement un coup de pouce pour faire de tout ça quelque chose de créatif, quelque chose qui mettait en œuvre du contenu. Alors, notre site, il est très poussiéreux, je le dis de façon assez ouverte parce que c'est une réalité. On est en train de travailler sur sa refonte et on aura, et ça je m'en réjouis beaucoup, si tout va bien et si tout reste dans les mêmes perspectives qu'aujourd'hui, on aura au printemps 2021 un nouveau site refondu et vraiment refondu vers l'utilisateur, vers les visiteurs et dans cette conception éditorialisée, et aussi un portail des collections mettant nos collections en ligne, enfin une grande partie des collections en ligne qui sera vraiment quelque chose de très important puisque aujourd'hui, comme vous le savez tous, ce n'est pas le cas. Donc, il se trouve que les deux éléments ne devaient pas être concomitants et qu'avec le confinement, ils vont l'être. Et ça, c'est une ressource vraiment très importante. Donc, moi, ce que j'appelle de mes voeux, en fait, et ce qu'on a essayé de mettre en œuvre depuis la réouverture en vrai, la réouverture physique, c'est de ne pas opposer finalement le numérique et la visite du musée, mais de voir comment elles peuvent s'accompagner. On s'est rendu compte finalement que une des choses que le numérique ne pouvait pas faire, c'était ce contact humain. Donc, le choix qu'on a fait en programmation cet été, c'est de mettre à disposition des visiteurs 8 visites sur 8 parcours différents, donc une 60aine de visites par jour gratuites, visites mini-découvertes qui vraiment s'adressent humainement aux personnes. Il y a un médiateur dans les salles qui peuvent parler aux personnes qui sont là avec des mini-découvertes sur un certain nombre de thématiques et ça fonctionne très bien. Et aussi, on a mis en place avec la Réunion des musées nationaux des visites pour les scolaires qui fonctionnent pour les scolaires et pour l'été apprenant et qui fonctionnent aussi très bien. Donc, on a valorisé ce rapport humain et en revanche, on continue à travailler pour le site actuel comme pour le futur site, cet enjeu de contenu, cet enjeu de créativité Internet qui a aussi des effets sur ce qui se passe in situ. Parce que, par exemple, on est en train de monter l'idée de faire des visites filmées qu'on pourra mettre en ligne, qui pourront ensuite permettre de créer le lien avec la ou les classes qui voudront le faire, et des liens directs, des liens humains. Et c'est quelque chose qui revient aussi sur notre propre créativité d'organisation. Donc, de façon assez paradoxale, le confinement, de ce point de vue-là, a été une chance tout à fait certaine, parce que ça a donné l'impulsion que nous n'aurions pas eue autrement, certainement, pour finalement arrêter d'être simplement dans une sorte de suivi, d'être un site un peu informatif et un site un peu bibliothèque pour transformer ça dans un site vivant, ce qu'on continue à faire. On continue à avoir une homepage qui se renouvelle et on continue d'avoir des contenus qui se renouvellent. Donc ça, c'est vraiment une chance assez forte. Et puis, ça a aussi permis le travail, la mise en commun du travail des équipes. Alors, c'est vrai que c'est un lieu commun. Nous sommes une grande maison par tous les sens du terme, y compris grande géographiquement par le nombre des personnes. Et c'est vrai que ça a été l'occasion d'un travail très étroit entre la direction de la communication, ma direction de la programmation culturelle, mais aussi les départements, et donc de pouvoir créer des choses nouvelles. Et ça, c'est vraiment assez passionnant. Donc, ce qu'on a en tête pour après, c'est effectivement enrichir les podcasts, enrichir aussi les enjeux vidéo. Et on a fait quelque chose dont je suis très fière, modestement très fière, mais on a eu notre première conférence live
le 10 juillet dernier, une conférence qui a été donnée à l'auditorium. Il n'y avait pas de public pour des enjeux à ce moment-là de distanciation sociale, mais qui a été relayée immédiatement. Et bien qu'on n'avait pas fait beaucoup d'informations parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher ou pas techniquement, ça a très, très bien fonctionné. Le conférencier, qui est un de nos collègues de l'Université de Grenoble, s'est vraiment bien prêté au jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait continuer. On voudrait, par exemple, que la prochaine chaire du Louvre soit en live, ce qui pose, comme Juliette, vous le disiez dans votre introduction, et je finirai là-dessus, des questions essentielles de gratuité, pas gratuité. Pour l'instant, on est complètement gratuit, mais effectivement, est-ce qu'on continuera à l'être? Est-ce qu'on pourra continuer à l'être? Parce que Philippe mentionnait des enjeux budgétaires. J'ai déjà ma lettre de cadrage, donc je sais que c'est assez raide, donc malheureusement. Et enfin, comme nous tous, d'ailleurs, c'est banal ce que je dis, mais c'est voilà. Donc, c'est assez compliqué. Donc, ça, c'est un point important. Donc, c'est des enjeux, forcément, à terme, on sera obligé de se poser ces questions-là. Mais ça pose aussi la question du public du musée. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que cette réussite qu'on a eue pendant le confinement et qu'on continue à avoir nous montre que le public du musée, c'est le public qui vient, mais c'est aussi celui qui se connecte. Et on a des retours très, très positifs via les réseaux sociaux ou via les éléments de contact du site. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, plutôt d'arriver comme ça à garder ces enjeux de contenu, à garder ces liens et à poursuivre dans cette direction-là et à poursuivre notamment nos programmes live qu'on est en train de mettre en œuvre. Voilà à très grands traits. Merci, merci Dominique. C'est vraiment passionnant ce que vous racontez, d'abord des chiffres qui donnent le vertige, 12 millions de connexions. On reviendra peut-être sur ces aspects-là. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui pose une question via le chat. Je ne sais pas qui c'est, mais je peux la donner. Savoir qui sont les publics numériques. Peut-être tout à l'heure, on essaiera de le voir de plus près. Et en tout cas, voilà, c'est très intéressant, à la fois Philippe et vous, ces visions qu'on peut avoir d'une situation évidemment très tragique qui a été ce confinement et cette pandémie, mais dont beaucoup de musées ont su se saisir pour mener à toute vitesse un certain nombre de projets qui probablement étaient dans les têtes parce qu'ils ne sont pas nés de rien, bien évidemment, c'était impensable que ce soit né de rien, mais qui ont pu éclore parce que la situation en général s'y prêtait et le favorisait. On a appris à travailler autrement, on y reviendra certainement, mais en même temps, et vous êtes nombreux à le dire, et tous même le disent, en même temps, on prend conscience du fait que ce contact avec le public et ce contact du public avec l'objet prend un sens tout particulier. C'est plus des mots qu'on pose, c'est une réalité, une complémentarité à trouver. Dominique, j'en suis convaincue. On va y revenir, j'espère, tout à l'heure dans le débat. Je vais passer maintenant la parole à Pierre-Yves Lechon. Pierre-Yves, que je ne vois plus, mais qui est certainement encore avec nous. Pierre-Yves, tu es fondateur du CLIC Innovation et Culture, enfin d'une organisation Innovation et Culture qui fédère depuis de nombreuses années les musées les plus innovants en matière d'outils et de services numériques. Ton organisation développe le partage de pratiques pour développer des projets numériques communs, donc la mise en commun, la mutualisation de projets innovants. La première question que je voudrais te poser, ensuite évidemment tu apporteras ton témoignage très librement, c'est as-tu vu une sollicitation accrue pendant ces derniers mois? Comment les gens sont venus vers un outil performant de mutualisation comme celui que tu développes? La parole est à toi, Pierre-Yves. Merci Juliette. Bonjour à tous. Un peu comme l'a expliqué Dominique, on a été victime d'une très forte augmentation de notre trafic, mais comme tous les acteurs de l'économie, que ce soit les sites marchands, que ce soit, Dominique a parlé de l'explosion de l'audience du site internet du Louvre. Et du coup, on a eu le même phénomène d'augmentation de l'audience et aussi peut-être d'envie de partage de la part de la communauté du CLIC, de partager leurs expériences, de partager leur point de vue. Comme l'a évoqué tout à l'heure Philippe,
Et on a eu des points de vue qui étaient très variés et parfois iconoclastes, ce qu'on aime bien accueillir sur le site du CLIC. Mais cette envie de partager et cette envie de comprendre ce qui se passait dans le reste du monde et d'aller butiner, d'aller picorer des idées un peu partout dans le monde pour s'adapter à cette situation qui était quand même hallucinante, de fermeture totale, de lockdown, du coup à créer comme ça cet intérêt croisé et a permis aussi, je pense, beaucoup aux institutions de tester des choses, d'innover, d'expérimenter. Et je pense que alors même si tu le disais tout à l'heure, Juliette, c'est un moment qu'on n'a pas envie de revivre, évidemment, mais je pense que cet épisode du Covid et surtout du confinement va avoir un rôle d'accélérateur dans les institutions. Je pense que ça a vraiment permis de convaincre les derniers qui n'étaient pas encore convaincus du rôle que peut jouer le numérique et de la place qu'il peut avoir et des limites qu'il peut avoir aussi dans le fonctionnement des institutions. Je pense à Philippe quand je dis ça, que le numérique n'est pas l'outil miracle qui remplacera évidemment le physique, mais je pense que c'est une des dimensions du musée et que cette crise et ce confinement a permis à chacun de prendre conscience. Et je pense que parmi certains dirigeants de musées qui considéraient encore le numérique comme, alors je ne vais pas dire gadget, mais quelque chose encore d'accessoire, ça a permis de donner aussi au projet numérique peut-être plus d'importance, un rôle, comment dire, une des composantes de la vie du musée et un des moyens pour le musée d'être en contact avec son public. Alors, tu m'avais proposé de faire une petite intervention. Alors moi, on a passé notre confinement en fait comme je le disais tout à l'heure, à relayer des bonnes pratiques ou des pratiques originales ou des expériences originales, des initiatives originales à la fois en France et dans le monde. Et avec les 2 ou 3 mois de recul, j'aimerais en fait essayer de retenir quelques leçons des expériences qu'on a pu observer. Et je prendrai plutôt des exemples étrangers pour ne pas privilégier l'une ou l'autre des institutions muséales françaises. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la période de confinement, elle a eu deux conséquences ou deux résultats. C'est à la fois de confirmer des tendances qu'on connaissait, qu'on pressentait, tendances qui existaient, qui étaient apparues il y a quelques mois ou quelques années, et de révéler aussi de nouvelles pratiques. Alors, côté confirmation de tendance, ce qui est incontestable, c'est la formidable audience des contenus vidéo qui a permis de vérifier, s'il en était besoin, l'efficacité de ce support, de ce contenu vidéo et sa capacité d'engagement et de viralité. Et la seconde chose, la seconde révélation ou confirmation grâce au confinement, c'est le succès des visites virtuelles qui a prouvé l'intérêt du public pour ce genre d'expérience, encore nouvelle, même si beaucoup de musées à l'étranger ou en France avaient commencé à faire des choses. Mais du coup, je pense que c'est vraiment, là, on va être sur deux tendances de fond qui vont se confirmer, la vidéo et les visites virtuelles. Et le côté nouvelles pratiques qui ont émergé, qui ont été largement testées et expérimentées par beaucoup de musées. Il y en a plusieurs. Alors, je ne vais pas toutes les présenter. La première, c'est la notion de direct. Tout à l'heure, Dominique en a parlé en parlant de son expérience en juillet. Alors ça, je pense que c'est vraiment l'élément le plus, pour moi, c'est l'élément le plus patent que j'ai pu observer pendant ces 2 ou 3 mois de confinement. Le direct, évidemment, associé à la vidéo, qui s'est considérablement développé, permettant évidemment l'interactivité et surtout beaucoup plus de spontanéité. Le deuxième élément, pour être évidemment réactif, alors qu'ils étaient pour la plupart fermés, avec le personnel à moitié en télétravail, et pour être du coup plus agile, les musées ont largement opté pour ce que j'appelle des productions maison. Et c'est une tendance moi, que j'appelle la tendance do it yourself,
on a vu apparaître des choses vraiment faites en interne, notamment encore en matière de vidéo, et s'appuyant énormément sur les équipes. Et pas seulement sur ceux qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire les guides conférenciers ou les conservateurs un peu connus des musées, mais aussi les autres types de métiers dans le musée. Et du coup, ces productions vidéo maison ont permis de valoriser le travail de l'ensemble des équipes des musées. Et ces contenus, du coup, étaient plus décalés, moins académiques, plus subjectifs, plus humains quelque part. Et on a vu du coup des contenus animés par des conservateurs. Alors, je pense au cocktail hebdomadaire du conservateur de l'Afrique Collection, mais aussi par des personnages, je dis personnages volontairement, incarnant de manière différente le musée. Donc, c'était les gardiens de salle, les chercheurs, les bibliothécaires. Alors, il y a eu de nombreux exemples à l'étranger. J'en citerai quelques-uns. Moi, j'ai adoré les visites live quotidiennes du Prado, 10 minutes tous les jours, où une personne du Prado, mais ça pouvait être un gardien de salle, ça pouvait être une secrétaire, ça pouvait être le directeur, allait devant son musée préféré pendant 10 minutes raconter sa vision et faire partager sa vision de l'œuvre. J'ai aimé aussi le National Cowboy Museum d'Oklahoma, qui a fait vivre pendant toute la durée du confinement, qui a donné la parole, qui a donné les clés du musée à son chef de la sécurité et qui est devenu un peu l'incarnation de ce musée et qui est du coup sorti de l'anonymat et qui est devenu un peu un musée célèbre dans le monde entier. J'ai aimé la série vidéo Flemish Masters où toutes les semaines, on allait visiter en vidéo une exposition en Belgique. Le service alloculture du musée Ariana où on pouvait appeler pendant 10 minutes la commissaire d'une exposition fermée, évidemment. Et pendant 10 minutes, on dialoguait sur le sujet de l'exposition avec la commissaire. La visite avec des comédiens du musée Rops ou les visites 4K en musique du Van Gogh Museum. Donc, du coup, ces contenus très humains, voire subjectifs, pour moi, ont un immense intérêt. C'est que ça permet de désacraliser l'institution, et je pense qu'elle en a vraiment besoin, et du coup, de toucher de nouveaux publics, de rendre cette institution plus ouverte. L'autre phénomène que j'ai beaucoup observé, c'est l'émergence de nouveaux usages, de nouvelles pratiques en matière éducative. Et de nombreuses institutions ont étoffé leur contenu jeunesse et lancé des ateliers pédagogiques en ligne, des summer camps. Alors, il y a plein de musées aux États-Unis qui ont lancé des summer camps en ligne cet été, des cours et des lectures vidéo. Par exemple, la lecture hebdomadaire de contes par le bibliothécaire du Met, ça j'ai beaucoup aimé. Des visites virtuelles d'exposition, bien sûr, même des soirées. Donc, par exemple, la Tate a fait plusieurs fois des soirées, les soirées jeunes adultes qu'elle fait habituellement en réel. Elle les a fait en ligne sur le web et sur les réseaux sociaux. Et cette tendance, je pense que cette idée de proposer des activités éducatives devrait se confirmer ou devrait perdurer avec sans doute la suspension provisoire des activités éducatives in situ et des visites scolaires. Et la dernière chose, c'est, alors Dominique en a parlé, c'est la réhabilitation du site web comme épicentre de l'écosystème numérique des musées. Et quelque part, le site web, on avait oublié, c'est le fournisseur du carburant des réseaux sociaux avec des contenus originaux et forts. Et ce n'est pas seulement un fournisseur de services, comme disait Dominique, les horaires et les informations pratiques. Et moi, j'ai vu beaucoup de musées surinvestir sur leur site web et enrichir énormément les contenus de leur site web, alors que certains musées, alors en France notamment, avaient plutôt sous-investi dans leur site web depuis ces dernières années, voire négligé leur site web, parfois au profit des réseaux sociaux. Et là, je sens une sorte de rééquilibrage entre le réseau social et le site web. Et c'est quelque chose que les musées anglo-saxons, par exemple, depuis plusieurs années, moi j'avais observé au niveau des musées anglo-saxons où ils avaient largement enrichi leur site web. Et par exemple, un musée comme le Metropolitan de New York est extrêmement riche en contenu et dans son rapport annuel depuis quelques années,
annonçait que, en gros, son site web générait 4 fois plus de visiteurs uniques que ces salles et considérait que son site web est une destination à part entière, une extension et un des points de contact entre le musée et le public. Voilà en gros ce que je voulais dire sur un petit peu les tendances, sans être évidemment exhaustif. Merci Pierre-Yves. Très intéressant ce que tu viens de dire. On rebondira dans le débat, je l'espère vivement, sur ce dernier point que tu abordes, sur une comparaison finalement entre les potentialités des sites web et des réseaux sociaux, parce que tu dis des choses qui ne sont pas couramment entendues et je trouve que c'est extrêmement, que ce témoignage est extrêmement intéressant. J'ai retenu beaucoup de choses aussi dans ton intervention sur lesquelles je reposerai des questions peut-être, ou vous autres, chers collègues qui est en lien avec nous. On est 99 en ligne. J'en suis assez heureuse parce que beaucoup de gens me disaient que faire un Zoom comme ça en plein mois d'août, c'était une drôle d'idée, mais je pense que finalement, si on est quand même une centaine à se connecter, c'est que ça avait sa raison d'être. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là. Je passe évidemment avec joie la parole à notre dernière intervenante initiale, qui est Sophie Aron. Sophie, directrice du musée Magnien à Dijon. Alors, je suis bien sûr moi sur les réseaux sociaux, le musée Aron à Dijon, le musée Magnien à Dijon, on l'a relayé largement pendant toute la période de confinement et on continue. J'ai appris comme ça hier que la dernière visite surprise estivale, il fallait s'y inscrire dardard si on ne voulait pas la rater. Chère Sophie, comment avez-vous vécu ces mois et quels enseignements vous en tirez et qu'est-ce qui se prépare pour cette rentrée? Sophie, je vous laisse la parole. Oui, merci Juliette. Eh bien, bonjour à tous. Et puis, je voulais d'abord commencer en vous remerciant vraiment très sincèrement toute l'équipe d'ICOM France pour voilà, cette initiative de webinaire régulier. Je pense que ça a été très utile à tout le monde et source d'échanges d'expériences qui sont vraiment bienvenus. Notamment pendant ces périodes très compliquées pour nous tous. Donc voilà, je tenais à le redire avant de parler du musée Magnien. Alors j'ai envie de dire, le musée Magnien et sa situation, c'est presque l'exact opposé du musée du Louvre, puisque c'est une toute petite équipe et j'entendais effectivement Dominique parler de conférences de rédaction pour élaborer des contenus. À Magnien, c'est un peu l'exact opposé, l'exact inverse en termes de situation. Alors, je vais m'en expliquer. Ce qui est certain, c'est que la crise sanitaire, ça nous a vraiment confrontés à la réalité de nos outils et à notre efficacité dans le domaine du numérique. Parce qu'on était bien sûr convaincus de la nécessité, et je suis, comme l'a dit Juliette, effectivement très présente sur les réseaux sociaux, je vais expliquer comment, mais finalement avec pas forcément les moyens pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos ambitions. Alors, pendant le confinement, en fait, la première difficulté que nous avons rencontrée, c'est que nous avions un problème matériel et humain, parce que le télétravail, en fait, à Magnien, s'est avéré impossible, faute d'équipement des agents et puis aussi d'équipements mis à disposition du musée par le ministère de la Culture. Simplement, on n'était pas préparé, en fait, à cette nouvelle situation. Et donc, notamment, notre médiatrice n'a pas pu réfléchir et préparer des supports complémentaires à l'existant, ce qui nous a quand même beaucoup freiné dans nos possibilités ensuite de mise en ligne de contenu. Et puis, nous n'avons plus de chargé de communication également. Donc, finalement, toutes les opérations de communication et puis de numérique relèvent aujourd'hui du conservateur, en fait. C'est moi qui mets en ligne. Donc, évidemment, ça a posé pas mal de questionnements au moment où je me suis retrouvée un peu toute seule pour gérer tout ça. Donc, néanmoins, j'avais le souci que ça soit très régulier sur notamment les réseaux sociaux. Et chaque jour, en fait, du confinement, de mi-mars en gros jusqu'à mi-juin, je me suis vraiment astreinte à poster au moins une information, un jeu, un éclairage sur les collections. Sur les 3 réseaux sociaux sur lesquels le musée Magnien est présent, c'est-à-dire Facebook, Twitter et Instagram, soit depuis le musée, où je me trouvais un jour sur 2, soit depuis chez moi, y compris pendant les périodes de week-end, pour vraiment exister de façon continue sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça a signifié réfléchir en amont à des sujets, à des thèmes, à des approches, en tentant de se renouveler, ce qui est une des grandes difficultés de cette période.
Et puis d'établir aussi une espèce de mini-charte éditoriale pour penser justement une stratégie de contenu, en privilégiant plutôt, on l'a dit tout à l'heure, un ton direct, plus humoristique, ou jouant sur la légèreté et le bien-être, en espérant faire un peu oublier le contexte de la pandémie, mais toujours avec le souci de fournir des informations précises et scientifiques sur les collections. Réunir des images, envisager des mots-clés pertinents pour créer du trafic, et puis chercher à s'associer à toutes les opérations nationales, européennes, internationales sur les réseaux sociaux, et dont les réseaux sociaux sont extrêmement friands. Donc, on a notamment essayé de contribuer. Alors, le Getty Museum Challenge en a relayé, mais on s'y est pas associé vraiment. Le ThyssenKunst en quarantaine également, et puis les déclinaisons françaises comme Art en quarantaine. Et le concours aussi qui avait été lancé par Click France, dont Pierre-Yves Lechon n'a pas parlé, mais qui était aussi un des éléments dont on a fait la promotion et la publicité via les réseaux sociaux. Et puis, on a aussi essayé d'imaginer des semaines thématiques en lien avec une actualité. Je pense par exemple aux Journées européennes des métiers d'art, qui a proposé un hashtag JEMA chez moi, ce qui nous a permis, on devait participer en fait, présenter notre collection de céramique à cette occasion. Donc, nous ne pouvons pas le faire physiquement. Nous l'avons fait de façon dématérialisée par le biais des réseaux sociaux. Et ça nous a permis vraiment de mettre en valeur une collection qui est vraiment quasiment méconnue du grand public, en postant chaque jour des œuvres différentes, en mettant l'accent sur un foyer de création, une période, des usages, des techniques, etc. On a aussi essayé d'être présent tout au long de la Museum Week sur Twitter, en postant chaque jour un mot-clé, en postant chaque jour un contenu en rapport avec le mot-clé qui était retenu par l'UNESCO. Et puis, on a essayé de rebondir aussi, ce que l'on fait de façon régulière, mais qu'on a enrichi un peu plus pendant la période du confinement, sur les journées internationales. Alors, ça va de la biodiversité à l'Europe, en passant par la tortue, la terre, enfin, tout peut être prétexte à publier un contenu. Les anniversaires d'artistes, de personnages historiques, les célébrations, les événements, enfin bon voilà, tous ces éléments sur lesquels on a la possibilité de rebondir. Et puis aussi, en essayant de s'adapter à l'évolution de la pandémie et les décisions qui étaient prises par le gouvernement. Donc ça a posé quelques questions, notamment en matière de date d'ouverture, par exemple, et ça a obligé à repenser des contenus supplémentaires, ce qui n'était pas forcément envisagé au départ. On a aussi privilégié bien sûr des approches ludiques, ça c'est encore quelque chose qui a bien fonctionné, les quiz, les énigmes. J'avais fait toute une série sur choisir sa coiffure parmi les modèles du musée, ou encore confectionner ses bijoux, repenser son intérieur. J'avais aussi utilisé la fameuse cocotte qui avait été mise en place par les services d'archives, qui permettent en fait de revenir en enfance et puis de parler pour nous des collectionneurs de la collection Mania. Jouer aussi sur la question du temps. Donc on a présenté par exemple toute notre collection horlogère du musée, donc compter le temps, mais aussi quel paysage peut-on rêver pour s'évader quand on est coincé entre quatre murs, etc. Des contenus aussi pour les enfants, bien sûr, le jeu des 7 erreurs, les découpages, les coloriages, avec ce qui était disponible, donc pas forcément beaucoup d'innovation dans ce domaine, mais en tout cas, on a essayé quand même de le mettre en valeur. Et puis, l'utilisation aussi, je l'ai dit tout à l'heure, une chose qui a été un peu, pas une découverte, mais en tout cas qui m'a obligée à réfléchir un peu différemment, au hashtag, c'est-à-dire avoir vraiment des mots-clés qui permettent de créer du trafic. Alors bien sûr, il y avait le hashtag culture chez nous, qu'on a beaucoup utilisé à chaque fois qu'on a publié quelque chose, mais il y en avait beaucoup d'autres, et ça m'a incité vraiment à aller voir un petit peu ce qui se pratiquait dans d'autres domaines. Donc là, ça a vraiment enrichi finalement la pratique et puis les contenus. Et puis au-delà des réseaux sociaux, on a aussi bien sûr essayé de maintenir le lien via la lettre d'information électronique mensuelle qu'on envoie donc, à nos abonnés, et à mettre à jour le site internet du musée, mais avec des limites, puisque en fait là on est vraiment sur un site plutôt informatif et sans véritable mise en ligne de nos collections, puisqu'on a d'autres plateformes, je vais en parler, qui nous permettent de le faire. Donc, on a utilisé aussi la plateforme Culture chez nous, donc la plateforme, pas seulement le hashtag, mais la plateforme elle-même, donc pour faire la publicité de quelques-unes de nos ressources en ligne, notamment le mini-site des dessins français du musée,
qui est une initiative qui avait été prise par Rémi Cariel, mon prédécesseur, et qui est toujours en ligne et dont on a pu faire la publicité. Et puis, on avait aussi l'année dernière créé un partenariat avec les archives départementales de la Côte d'Or pour mettre en ligne nos archives autour de la collection Magnien. Donc, on a aussi fait la publicité effectivement de ce contenu. Donc, dans les aspects très positifs de cette période un peu particulière, je dirais qu'il y a eu d'abord un trafic plus important pour nous, beaucoup plus de followers, beaucoup plus des abonnés nouveaux aussi, donc des gens qui ne connaissaient pas forcément le musée, mais qui par le biais justement de ces mots-clés a pu découvrir le musée Magnien. On a pu échanger aussi, et ça c'était très intéressant, avec des spécialistes, notamment en postant des éléments, des contenus à caractère archivistique, des spécialistes d'héraldique par exemple, qui sont beaucoup intéressés à certaines choses qu'on avait postées. Bon, c'était un peu nouveau pour nous et c'était bienvenu. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a un regard qui est porté sur nos publications, qui est plus important donc, en temps normal, donc plutôt autour de 400 à 600 personnes qui vont vraiment relayer, regarder, relayer. Alors qu'en temps normal, on est plutôt autour de 250-300 près. Et on a eu jusqu'à 2000 personnes pour certains sujets aussi qui ont suscité l'intérêt, l'attention et qui nous ont permis d'exister un peu plus. Ça nous a permis aussi d'être présents sur un des réseaux sociaux sur lesquels on n'était pas beaucoup là jusqu'ici, qui est Instagram, que à titre personnel, j'utilisais quasiment pas. Et donc, ça m'a vraiment incité à poster des images. Et c'est pas forcément tout à fait le même type de contenu d'ailleurs que Facebook et Twitter. Donc, ça aussi, ça nécessite un autre type parfois de discours ou de contenu. On a aussi noué, ça c'était aussi un peu nouveau, des contacts avec un public un peu différent. On touche très peu finalement la tranche des 25-45 ans. Or, ils ont été assez nombreux finalement à relayer des contenus. Alors que ça exclut de façon très nette les plus âgés, les moins familiers évidemment des outils Internet, et notamment les amis des musées qui nous ont pas du tout relayés, ils n'ont pas du tout été présents pendant cette période. Alors que pourtant, on entretient des relations très régulières avec eux. Donc ça, c'était vraiment une limite à la diversification des publics. Alors, les limites, justement, moi, je dirais que la première limite qu'on rencontre, c'est vraiment l'absence de personnel dédié et l'absence de ressources humaines mobilisables pour élaborer le discours, l'enrichir, le mettre en forme, le rendre accessible puis le diffuser. L'accès aussi à distance aux ressources numériques et scientifiques, ça c'est une vraie question, c'est-à-dire que quand on n'a pas de clé VPN et qu'on ne peut pas accéder à ces dossiers, il faut anticiper beaucoup parce qu'il faut partir avec des images, il faut partir avec des extractions de bases de données, etc. pour pouvoir ensuite travailler à distance. Donc ça, c'est sûr que ça a été une difficulté. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, l'absence de stratégie numérique antérieure au confinement. C'est-à-dire que donc se renouveler, rencontrer des limites aussi techniques. Alors ça, je peux vraiment témoigner, c'est très frustrant quand on a des idées, mais qu'on n'a pas les moyens techniques pour mettre en ligne ces idées. Ça, c'est une grande difficulté. Alors, des moyens techniques, des outils simples de mise en page, enfin voilà, tout un tas de choses qui peuvent être des freins. Et puis, ça oblige aussi à trouver des solutions, à se renseigner en ligne, à trouver des tutoriels, enfin voilà, à évoluer aussi avec ces contraintes. Alors, sur l'après-déconfinement, ça a aussi une conséquence pour nous, ces nouvelles modalités de communication et de médiation, du moins leur enrichissement. Pourquoi ? Parce que nous avons été obligés de retirer tout ce qui était les documents écrits qui se trouvaient en salle pour des raisons sanitaires. Donc, tout ce qui était manipulé, toutes les fiches de salle, etc. L'audio guide aussi, qui a été supprimé à la demande de la Réunion des musées nationaux pour éviter tout risque de contamination. Or, il faut savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, que le musée Magnien, c'est un musée sans cartel au mur, donc qui répond aux dispositions testamentaires de Maurice Magnien. Donc, il a fallu aussi trouver comment faire pour que le public continue à accéder quand même à ces contenus qu'il ne pouvait pas trouver donc, physiquement en revenant au musée. Donc, on a décidé de mettre sur le site internet l'ensemble des supports audio et écrits dont on disposait, donc les textes de salle, la reproduction des œuvres exposées avec les plans de salle, les textes de l'audio guide dans les versions adultes et enfants en français uniquement, et puis aussi d'avoir une signalétique en complément au sol, qui est toujours une espèce de marquage circulaire qui s'appelle coup de cœur magnien,
et que le public peut aussi retrouver avec un cartel développé qu'il voit physiquement dans l'espace, mais qu'il peut aussi retrouver en ligne. Et puis, dans les conséquences de l'après-déconfinement, il y a une chose aussi qui est… Alors, je vais rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure par Philippe Guillet. Évidemment, la problématique, c'est l'après. C'est-à-dire, on va reprendre une activité, on va retrouver du public. Donc, on va être aussi beaucoup moins disponible pour poster des contenus sur les réseaux sociaux en particulier et sur le site Internet. Parce que les autres tâches sont prenantes. La préparation de la réouverture, ça a été aussi un moment compliqué. Puis, il y a eu ensuite les vacances scolaires. Donc, tout ça ajouté fait qu'il y a un relâchement qui s'est traduit de façon immédiate par une baisse de fréquentation des pages pour les 3 supports dont je parlais tout à l'heure, hein, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis en même temps, un relâchement d'un côté, une espèce d'envie qui est très nette de revenir au musée. Ça, c'est très marqué. Les gens vraiment, en fait, mais ce n'est pas vraiment une surprise, le numérique, ça n'a pas enlevé l'envie de visite, ça a créé une attente. Ça a créé une envie de revenir, un plaisir de retrouver le musée, de retrouver le lieu, de retrouver les collections. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui l'ont découvert pendant le confinement, de le découvrir vraiment. Donc, ce contact avec les œuvres, évidemment, il est très attendu par les publics. Le numérique, ça peut être une forme de préparation, on le sait bien. Ça peut être une forme de prolongement, mais ça ne remplacera jamais, effectivement, le plaisir de la visite réelle, le contact avec les œuvres, l'explication aussi donnée par le médiateur, l'échange, le dialogue. Ça, c'est absolument essentiel. Je pense que, évidemment, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais on en est tous d'accord. Alors maintenant, la question, c'est comment on fait pour continuer. Si on considère qu'effectivement le numérique est-il durable? Oui, mais comment? Évidemment, ça pose de nouveau la question des ressources physiques, humaines en interne. Et je pense que c'est vraiment une préoccupation incontournable pour les petits établissements, parce qu'on voit bien qu'il y a un fossé qui est très important entre les grosses structures et les petites, parce qu'on a du mal à suivre, même si on aimerait le faire. Et puis, il faut aussi qu'on s'interroge sans doute sur comment fait-on pour continuer à faire la publicité de nos collections en ligne. Ça, je pense que c'est vraiment une autre question. Parce qu'on a un retard quand même assez grand dans ce domaine, contrairement aussi aux bibliothèques, aux services d'archives, me semble. Mais ça, peut-être que vous allez me dire l'inverse. Et en dépit d'ailleurs de tous les programmes incitatifs du ministère de la Culture. Mais si on fait le bilan, combien de nos musées donnent accès aujourd'hui à leur base de données, même partielle des collections, hein. Dominique l'a dit, le retard du Louvre dans ce domaine… Voilà, ça peut paraître étonnant, mais il existe. Alors, il va être rattrapé, tant mieux. On attend tous, évidemment, la mise en ligne de ces contenus. Combien d'entre nous ont aussi informatisé leur bibliothèque, fait connaître leur fonds d'archives? Bon, très peu. Voilà. Combien aussi nos visiteurs virtuels connaissent l'existence des bases ou des plateformes comme Joconde, Pop Culture, etc. Je pense que très peu de gens, en fait, en dehors d'un public spécialisé, connaissent leur existence. Ne les utilisent pas, mais ne connaissent même pas leur existence. Et puis, je pense qu'il y a deux questions qu'il faut aussi soulever. C'est non seulement le manque de personnel et le manque de personnel formé, mais aussi… Contrairement, là, je serais un peu moins optimiste que ce que j'ai entendu précédemment. Je pense qu'il y a vraiment encore un fossé important. Il y a un désintérêt d'une partie même de nos agents pour le numérique, voire un rejet de la communication via les médias sociaux. Je suis assez surprise. Mais je pense que c'est aussi une question générationnelle. Ça va peut-être changer avec les évolutions. Mais quand même, c'est encore marqué. Et puis, notre difficulté ensuite à actualiser, à faire savoir, à faire la publicité de nos ressources quand elles existent. Parce que ça, vraiment, aujourd'hui, je pense qu'on rencontre une difficulté dans ce domaine. Donc, je crois qu'il y a une question qui est une question de formation. Une formation non seulement pour les personnels qui vont être les relais du numérique, mais aussi d'abord une formation qui est la formation initiale des conservateurs de musées, par exemple. Parce que même si ça s'est beaucoup développé, je pense que la maîtrise des ressources, des langages informatiques et que la diffusion numérique demeure assez peu évoquée quand même dans la formation. Donc ça, il y a peut-être quand même quelque chose à développer. Et puis, que nos tutelles, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, vraiment prennent toute la mesure de ces nouveaux enjeux. Je pense que
On le sait, mais on ne met pas encore en œuvre tout sans doute ce qu'il faudrait pour réussir à rendre durable cette vogue du numérique. Et que la cartographie des métiers et des compétences au sein du musée, tout ce qui a été réalisé comme enquête dans les musées français et étrangers récemment, donc il y a quand même un accompagnement très insuffisant à la transformation numérique, il me semble. Voilà. Merci vivement, Sophie, pour ce panorama à la fois extrêmement complet, avec beaucoup de recul. Vous avez beaucoup analysé ce qui s'est passé. Commencer peut-être l'intervention sur un ton un peu pas très optimiste, pour le terminer quand même en nous faisant part de tous les enseignements que l'on pouvait retirer de cette période et de cette utilisation du numérique, avec des questions, beaucoup de questions qui se posent. Maintenant, on va passer la parole peut-être aux participants. Il y a quelques personnes qui ont demandé la parole, je vais la leur passer. Mais on voit bien qu'il y a au moins trois grands ordres des questions dans ce que vous avez tous les uns et les autres dit. D'une part, probablement, on est dans une période de réinvention des relations de la politique des publics, pas des relations avec les publics, mais de la politique des publics. On voit bien qu'il va falloir composer avec ces nouveaux venus que sont les réseaux sociaux et à ce point. Ensuite, on voit des métiers nouveaux qui sont arrivés, donc je trouve que ça vaudra le coup de s'arrêter, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais qu'on essaye d'appréhender les compétences que cela requiert, d'être extrêmement habile et présent. Alors, sur le site, sur les sites ou sur les réseaux sociaux, j'ai entendu qu'il n'y avait pas un point de vue convergent sur la place relative des sites et des réseaux sociaux. Peut-être que c'est pas la même chose pour les grands musées et pour les plus petits musées. Ça, c'est aussi peut-être des éléments sur lesquels ce serait intéressant d'engranger des connaissances, de les analyser et peut-être de donner un peu des recommandations, vous disiez qu'il fallait que le ministère vous suive. Peut-être qu'il faudra qu'on soit capable de faire un certain nombre de recommandations. En tout cas, je trouve que toutes ces questions sont extrêmement intéressantes. J'ai sur le chat une question, si elle est toujours là, de Laure Pressac, que je trouve fort intéressante, qui parle à la fois de deux choses à la fois. D'une part, de la tendance ludique qu'on a observée peut-être plus en début de confinement qu'à la fin. C'est la conclusion. Et puis aussi… Oui. Qui parle Non, je pense que c'était juste quelqu'un qui n'avait pas désactivé. Ah, d'accord. Donc, cette tendance du ludique, donc la question du ludique, que j'aurais envie de rapprocher de la question du public scolaire. On verra si ça vous fait réagir. Et puis, Laure Pressac posait une question sur les billetteries, en disant que, évidemment, la question moi, je la posais un petit peu différemment. Je posais la question des recettes. Mais peut-être que l'utilisation des billetteries comme aussi outil qui permettent de beaucoup mieux connaître ces publics, c'est peut-être pas quelque chose qui est très développé sous nos cieux, qu'il est plus, dit Laure, aux USA. Laure, est-ce que vous voulez intervenir maintenant? Je vous vois pas à l'écran, mais… Je vais essayer. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Ok, je suis en extérieur, donc j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. D'abord, merci à tous pour tous ces éléments, parce que c'est vrai que c'est passionnant de voir, et je pense qu'il y a effectivement autant de situations particulières que de grands, de petits, de moyens musées. Pour préciser ce que je disais par écrit à Juliette, c'est effectivement de se dire qu'il y a, dans la notion de durable, il y a le post-confinement. Pendant le confinement, certains musées qui avaient beaucoup de temps d'avance, on va dire, sur le numérique, en ont profité économiquement. On n'a pas du tout parlé non plus des boutiques en ligne. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté en ligne pendant le confinement, y compris des catalogues d'expositions qui étaient fermés, et qui du coup, en post-confinement, en fait, capitalisent un peu sur tout ça. C'est-à-dire que tous les systèmes
de relations avec les publics qui nécessitent de s'inscrire. Donc, il y a la billetterie, mais pas que. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de gens commencer à râler et à dire maintenant, il faut mettre un quart d'heure pour acheter son billet. Oui, du point de vue du public, ça peut être un peu plus lourd, mais du point de vue de l'institution, ça permet d'avoir une base de données plus riche et d'arriver à comprendre et à connaître mieux ces publics. On n'est pas forcément rentré dans le détail dans les interventions avant sur si vous avez pu, je ne sais pas si c'était faisable, identifier les types de publics qui s'étaient connectés sur les sites internet et sur les réseaux sociaux pendant le confinement, s'ils étaient vraiment différents ou pas. Mais s'ils étaient différents, c'était que les publics habituels, j'allais dire, c'est une occasion en or. Je ne sais plus lequel des intervenants a dit ça, mais a dit que finalement c'était une chance. Ce confinement, ça a permis à la fois de créer des liens digitaux peut-être avec des nouveaux publics. Moi, je pense pour les musées qui étaient le plus en pointe, de capitaliser sur des outils qu'ils avaient préparés à l'avance, comme des billetteries horodatées contingentées. Et puis, dans le temps long et dans cette notion de durabilité, de se dire comment tout ça reste dans le temps. Et puis juste, dernier point, voilà, je laisse la question ouverte sur la notion billetterie, inscription, base de données, connaissance client. Et puis, je ne peux que rebondir, abonder, être très heureuse, et je sais que d'autres auditeurs le pensent aussi, sur ce qui vient d'être dit, sur la partie formation et métiers et compétences qui sont nécessaires dans une institution culturelle demain pour savoir gérer le numérique. Merci beaucoup, Laure, de cette remarque. Je regarde si certains d'entre vous ont envie d'intervenir. Sophie Aran veut répondre. Je lui passe la parole. Oui, alors juste effectivement sur la question des compétences, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir, parce que j'entends souvent dire un community manager, c'est un chargé de communication. Alors pour moi déjà, c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a vraiment une différence qu'il faut faire. Un chargé de communication, c'est pas non plus un secrétaire administratif ou un médiateur ou un conservateur ou un secrétaire général d'institution. Chacun peut avoir du goût pour ça, des connaissances, mais d'abord, il n'en aura jamais le temps ou la disponibilité pour vraiment agir en tant que community manager, par exemple. Et en plus, il y a des vraies compétences, il y a des vraies formations, ça faudrait quand même voir, ne pas l'oublier, qui existent et qui sont très peu présentes dans les musées, mais qu'on ne recrute pas. Je veux dire, c'est même des métiers que, pour beaucoup d'entre nous, on découvre encore. Et je crois que là, il y a quand même une différence assez nette avec nos homologues anglo-saxons, par exemple. Il y a vraiment un fossé entre... alors peut-être je me trompe, mais j'ai quand même ce sentiment qu'on est bien conscient de ces réalités, mais on tarde finalement encore à les mettre vraiment en œuvre. Merci Sophie. Peut-être je voulais dire quelque chose sur les billetteries, parce que c'est un point important. C'est quelque chose sur lequel on essaye effectivement aussi de travailler au Louvre, notamment aujourd'hui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous le savez peut-être, la réservation en fait est obligatoire, donc ça c'est un point important, donc c'est vraiment quelque chose du coup qui là aussi oblige à penser les éléments. Et puis par rapport à la question sur le type de public, c'est vrai qu'on est en train de mener une étude, alors pour l'instant on ne les connaît pas, ce qu'on sait simplement c'est leur provenance géographique, et on a eu une très grande connexion des Italiens, des Espagnols, des Américains, plus importante. Évidemment, sans doute évidemment, puisqu'ils n'avaient pas possibilité de venir, moins des extrêmes orientaux, enfin Chine, Japon, mais par contre vraiment une grande place de l'Europe, ce qui était très encourageant. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le succès a été vrai à la fois pour des choses plutôt grand public, ludiques, comme par exemple Petit Louvre, mais aussi pour le colloque néo-hittite qu'on avait mis en ligne et qui était quelque chose de beaucoup plus ardu. Je voulais juste simplement conclure cette intervention par le fait que, comme ce que vient de dire effectivement Sophie, et comme ça a été dit tout à l'heure, l'enjeu maintenant, c'est de la durabilité de tout ça. Parce que même pour nous, même si évidemment de l'extérieur, et je le sais bien, et même dans la réalité, nous avons des équipes importantes, malgré tout, nous sommes aussi très dévorés par beaucoup de choses. Équipe importante certes, mais beaucoup de choses aussi à entreprendre. Et ça, c'est un des vrais enjeux. Comment durer dans cet élément-là, alors que ça me semble effectivement essentiel. Et comment garder ce que je mentionnais tout à l'heure et qui a été repris tout à l'heure par Pierre-Yves, et merci beaucoup pour ce que tu as d'ailleurs indiqué, Pierre-Yves, j'ai pris plein de notes dans ton intervention. Comment garder cette créativité aussi? Comment pas se faire dévorer par les urgences successives? Et je rejoins effectivement Sophie en disant que tout ça sont des métiers, métiers qui sont représentés ou pas. Même au Louvre, à vrai dire, c'est souvent aussi des gens qui se sont eux-mêmes formés un peu sur le terrain. Mais en même temps aussi, comment associer les métiers spécifiques avec les métiers plus traditionnels,
que sont les conservateurs. Je rejoins ce que Sophie disait sur la formation. Je pense que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, y compris à l'ICOM, le conservateur est toujours le premier médiateur de la collection. Ce n'est pas pour rien qu'en tant que conservateur général, j'ai accepté la mission que j'occupe aujourd'hui. Donc ça me semble aussi évidemment extrêmement important. Voilà, un très grand trait. Merci Dominique. Comment durer? C'est ça qu'on a voulu évidemment mettre en débat, sachant qu'il y a diverses interprétation du mot, mais en particulier, on voit bien que de nouvelles compétences ont dû se faire jour et quelles sont les places de ces nouvelles compétences, vous l'avez souligné, tous, comment les conforter, comment les renforcer, comment donner à ces compétences leur place dans le musée. Voilà tout un enjeu de la nouvelle saison qui nous attend. Pierre-Yves, c'est toi qui veux la parole, je crois. Qui a demandé la parole? Oui. Oui, je voulais juste réagir sur deux interventions. L'intervention de Laure sur le ludique. Effectivement, dans mon intervention, je n'ai pas parlé du concours qu'on avait lancé avec le CLIC, avec des musées, en relation avec ThyssenKunst, le challenge mondial ThyssenKunst. Et le succès de ce challenge mondial et le succès encore plus grand du Getty Challenge, parce que je crois qu'ils ont reçu plus de 100 000 contributions. Donc, vous vous rappelez le concept, on se réapproprie les œuvres en les réinterprétant, montre l'envie du public justement d'avoir une autre relation avec, enfin, du public, d'une partie du public, d'avoir une autre relation avec les œuvres, avec les collections et avec les musées. Et je pense que c'est vraiment une piste à creuser, cette piste alors, ludo-éducative et cette piste de faire en sorte que le public s'implique et joue avec les œuvres, quitte à ce que je disais tout à l'heure, à les désacraliser un petit peu ou à les désanctuariser. Mais je pense qu'on en a plutôt besoin. Et la deuxième chose, je voulais réagir sur vous avez tous reçu, ou vous êtes en train de recevoir vos lettres de cadrage, hélas, avec les moins X% qui vont s'aligner. Et ben, je pense que, alors ce n'est pas la solution évidemment à vos difficultés à venir, hein, mais je pense qu'une des solutions, peut-être pour continuer et pour pérenniser les choses qui ont pu être faites en numérique, hein, c'est la mutualisation. Alors moi, j'ai toujours pensé qu'on ne mutualisait pas assez en France entre les musées et notamment entre les petits et les grands. Et moi, je suis convaincu que cette crise, et surtout la crise financière qui arrive à grands pas, va vous obliger à travailler beaucoup plus ensemble, à la fois en formation, justement, comment dire, la cross fertilisation entre les institutions sur justement les problématiques de métier, d'évolution des métiers est super importante. Travailler sur des nouveaux concepts d'expérience et partager évidemment les coûts de développement de ces expériences. Et je rebondis là sur ce que disait Sophie Aran. Une fois que vous avez pris des initiatives, il faut communiquer sur ces initiatives. Et vous serez beaucoup plus fort si vous communiquez ensemble et si vous mutualisez votre promotion et si vous avancez ensemble sur les réseaux sociaux, alors encore une fois, petits et grands. Et du coup, sur ces trois aspects, formation, production de nouvelles expériences et communication, promotion de ces expériences, je pense que vous serez bien plus fort si vous travaillez beaucoup plus ensemble sur des innovations numériques pérennes. Merci. Ça me semble très important ce que vient de dire Pierre-Yves. Je crois que c'est fondamental et en tant que grand musée, mais aussi ancienne directrice du musée de la Croix, qui est un petit musée associé au musée du Louvre, je pense que ça c'est quelque chose que j'ai pu et qui me semble essentiel. La mutualisation est importante. Un point, Xavier Milan qui est en ligne et qui est le chef de service de la communication interne du Louvre, souligne dans un message que le numérique a été très important en interne, comme modification interne. Merci Xavier de me l'avoir rappelé parce que je ne l'ai pas dit. Et c'était aussi important. Et ça va aussi dans le sens de cette mutualisation. Je crois qu'il faut se garder de penser que le numérique soit quelque chose qui soit froid et trop personnel. C'est aussi de l'ouverture, c'est aussi de la générosité. Et ça me semble très important à valoriser.
Oui, merci Dominique de dire ça et d'employer aussi le mot de générosité. C'est pas celui qu'on va employer aujourd'hui, mais c'est des sujets sur lesquels on va revenir parce que les musées vont être dans une période d'obligatoire solidarité et ça sera là aussi c'est un sujet qu'il va falloir qu'on débatte ensemble. Mutualisation, solidarité, on n'est pas loin. Je rattrape au vol ce que je vois dans le chat et sur la page de droite que vous avez probablement vous aussi sur vos écrans. D'abord, je voulais remercier, je vais peut-être écorcher votre nom et j'en serais confuse, Concha Roda qui nous a retransmis un document sur les compétences et les qualifications que je téléchargerai bien sûr et je vous invite à le faire après cette réunion et j'en profite, la mauvaise habitude d'interpeller les gens quand je les vois à l'écran avec liberté évidemment pour ceux que j'interpelle de ne pas répondre s'ils ne s'y sont pas préparés, s'ils n'en ont pas envie, mais je vois que Elisa Graville a réagi à ce poste de Concha Roda. Et Elisa Graville, je vous suis souvent sur Twitter, je crois. Il me semble que vous suivez beaucoup d'expériences étrangères et peut-être ce serait intéressant si vous aviez envie d'intervenir sans que je vous y force du tout pour dire si la manière dont on pose la question du numérique durable ou pas durable est quelque chose que vous ressentez, que vous entendez, que vous suivez aussi chez nos collègues à l'international, ou est-ce que c'est une question que vous croyez locale? Est-ce que vous êtes prête à répondre à ma question? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis particulièrement le monde anglo-saxon et surtout essentiellement sur la formation du numérique, l'Angleterre, qui est vraiment, vraiment en pointe en ce moment, avec un site qui s'appelle Digital Pathway. Je le taperai si vous voulez, parce que mon anglais n'est pas parfait, surtout par le son. Et où il y a justement des formations, et je rebondis sur ce que disait Sophie, qui sont extrêmement simples, mais qui permettent à des petits musées justement de ne pas se retrouver tout seul, c'est-à-dire des formations Twitter, des formations Insta, des formations un streaming Facebook, comment on met en ligne un quiz tout simplement en le créant sur un Google Doc. Donc il y a une infinité de possibles et ce qui est frappant et c'est pour ça que je me suis permis de rebondir sur ce que disait Pierre-Yves aussi, c'est la mutualisation de toutes ces données. C'est-à-dire que dès qu'il y a un musée qui a quelque chose de facile à mettre en œuvre, avec les moyens dont disposent à peu près 90% des musées, voire 100% des musées, il le met en ligne avec une vidéo très simple ou à travers, alors là c'est un peu plus sophistiqué, justement leur site Digital Pathway. Et c'est vraiment ce qui marque actuellement la montée en puissance du numérique chez les Anglais. Et pour rebondir sur un mot spécifique, c'est cette durabilité. Justement, cette durabilité, ils veulent qu'elle passe par le fait que tout le monde se l'approprie à tous les niveaux hiérarchiques d'un musée, ce qui fait que toute initiative qui viendrait même d'un agent de salle, on rebondit dessus. Et c'est cette manière-là de faire vivre avec tous les moyens du bord, et ils sont encore plus, je dirais, pénalisés dans les mois qui vont venir sur un plan financier. Donc, toute initiative et bonne initiative, on rebondit dessus. Et c'est là, je pense, qu'ils vont construire leur pérennité numérique. Oui, merci, c'est bien intéressant ce témoignage de nos collègues, de nos homologues, notamment anglo-saxons. Ça pose évidemment la question des modes de rémunération des musées, de la gratuité qu'on posait au début, qu'on n'a pas vraiment abordé aujourd'hui, mais qui fait certainement partie des enjeux du développement numérique et peut-être de la manière qui conditionne peut-être la manière dont le numérique va s'installer dans le paysage des musées dans les quelques années et mois à venir. Il me semble acquis de notre discussion qu'aucun d'entre vous ne pense qu'on va moins utiliser les réseaux sociaux et moins valoriser les sites internet dans les mois et dans les années à venir. Bien au contraire, on avait aussi abordé la question de la valorisation des collections grâce au numérique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie d'aborder cette question-là. Je vois quelques collègues peut-être sur
la valorisation des collections sur Internet. Véronique, Milan, tu aurais quelque chose à dire ou tu ne te sens pas particulièrement disposée à intervenir? Il reste très peu de temps, en fait, il nous reste 3 minutes, donc j'essaie de voir qui veut intervenir et qui n'a pas pris la parole et quelquefois la prendre de façon pertinente. En ce qui concerne la ville, c'est difficile. Je ne sais pas si d'habitude Charles Villeneuve de Gentil est toujours présent à nos réunions. Il n'est pas là aujourd'hui. Ça m'est un petit peu difficile de prendre la parole pour Paris Musée, puisque voilà, nous rejoignons la direction des affaires culturelles. Paris Musée a un portail des collections qui fonctionne très très bien. Et nous, de notre côté, ayant des collections qui sont complètement en lien avec les collections de Paris Musée, puisque souvent ils peuvent avoir des esquisses de décors qui sont chez nous, etc., des plans. On essaie de tendre vers cela et de travailler, mais à une mise en ligne qui n'est pas encore du tout, j'allais dire, datée de nos collections, parce qu'il est vrai qu'on a remarqué que souvent quand les visiteurs virtuels cherchent quelque chose sur Paris, et que ce soit, je sais pas, de Lemoine, etc., ils vont avoir tendance à chercher aussi bien l'esquisse, voilà, l'œuvre sur place, voilà. Donc nous, il y a le département archéologique qui est très en avance sur la mise en ligne des collections et des sites de manière extrêmement ludique, et ça marche très bien puisque à travers le personnage de Théodore Wacker, grand archéologue parisien, ils ont fait reprendre vie, si je puis dire, virtuellement à Théodore Wacker qui dialogue et qui donne des infos, mêlant assez habilement, avec beaucoup d'humour, le passé et le présent, si je puis dire. Et du coup, ça, là encore, on assiste à quelque chose qui rend plus proche, qui fait moins peur à un visiteur qui ne serait pas féru d'archéologie et qui n'oserait pas s'approcher de ça. Ça rend tout de suite les choses beaucoup plus proches du public. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de bien, et en même temps c'est quelque chose qui là est mené par mes collègues avec beaucoup de doigté et de tact, parce qu'il ne faut pas non plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand des fois on veut tomber dans l'humour à tout prix pour faire de la culture, ça peut devenir catastrophique. Donc il faut savoir manier cet outil de l'humour et du décalage, si je puis dire, avec beaucoup de précautions pour ne pas tomber dans un excès qui se retourne contre nous. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire un petit peu en me faisant modestement représentante des collections de la ville dans leur globalité aujourd'hui, mais j'aurais souhaité sûrement que mes collègues de Paris Musée auraient eu des informations plus précises sur les retombées qu'ils ont eues, je pense comme tous les musées, que ce soit le Petit Palais ou d'autres musées importants, tout ce qu'ils ont comme retombées durant ce confinement, mais là je ne peux vraiment pas me prononcer à leur place. Merci Véronique. Le temps passe vite. Il nous reste 2 minutes. Peut-être encore une intervention. Est-ce que Sophie Aran suggère que Pierre-Yves Lochon parle de l'initiative UMA? Est-ce que tu veux revenir dessus, Pierre-Yves, ou est-ce qu'il y a une dernière personne qui voudrait éventuellement prendre la parole avant qu'on soit obligé de clôturer cette session? Je prendrai 1 minute pour vous annoncer les prochains Zoom et nos prochaines activités. Je veux bien dire 2 mots sur le. Oui, merci à Sophie d'avoir suggéré. Je parlais tout à l'heure de mutualisation. Le CLIC a lancé tout début du mois de juillet un projet, un vrai exemple de mutualisation, puisqu'on a mis en ligne, produit et mis en ligne avec UMA. Donc UMA, c'est la plateforme Universal Museum of Art, une plateforme d'exposition virtuelle. On a mis en ligne une exposition qui présente 150 œuvres de 64 musées français, destinées à valoriser justement les trésors de ces 64 musées répartis sur toute la France. Et le principe, c'est une exploration de l'histoire de l'art
vue par ces 150 chefs-d'œuvre de 64 musées avec plusieurs thématiques. Et ça sera la plus grosse exposition virtuelle réalisée en France avec autant d'intervenants, dont le musée de Dijon. Je remercie Sophie pour sa participation. Donc, c'est disponible sur la plateforme de Universal Museum of Art et c'est gratuit. Merci beaucoup. Une ultime demande de prise de parole. Myriam Pinocchio à tout le monde. Donc, vous voudriez y parler sur le sujet de l'usage de la technologie comme outil ludique. Je vous laisse la parole et ensuite on est obligé de conclure. Myriam. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez à m'entendre? Vous avez la parole. On ne vous voit pas parce que vous n'avez pas mis votre caméra, mais on vous entend. Oui, oui, je préfère seulement parler si ce n'est pas un souci. Ça marche? Allô? Ça marche, allez-y. Ça marche bien. Ça marche. Ça marche, Myriam, vous pouvez parler. Allô? Oui, vous pouvez parler, Allô? Myriam. On vous entend, Parfait. Myriam. Ça marche, merci. Alors, moi, je voudrais seulement faire une petite intervention par rapport à l'usage enfin de la technologie dans le sens ludique. Moi, je pense que c'est un point très important, surtout dans la définition du musée, parce que là, je pense que ça touche un peu ce que M. Pierre il a dit par rapport au fait que le musée a besoin d'être désacralisé. Et donc, je crois que c'est un enjeu très important parce que c'est vrai que le musée est pensé comme un lieu sacré, alors que l'usage de la technologie dans le sens ludique, ça va changer aussi la définition enfin du musée comme on l'a toujours pensé. Et donc, est-ce que vous pensez que ça va être un peu dangereux dans le sens, est-ce que tout le monde peut comprendre cette nouvelle façon de penser les musées? Parce que, par exemple, moi, je parle surtout par rapport à l'idée qu'on a, par exemple, en Italie du musée, que c'est vraiment très sacré et que c'est un peu bizarre d'utiliser des jets pour faire un peu venir les musées et les gens, les nouveaux utilisateurs dans les musées. Est-ce que vous pensez que ça va être, oui, un enjeu, mais en même temps un peu dangereux dans la définition du musée? Je crois que c'est un autre. On discutera de cette question de la définition du musée peut-être dans une autre réunion parce que là on a vraiment complètement fini notre séquence. Mais remettez-moi un message privé et on discutera de cette question ensemble si vous le souhaitez. Je crois que là, il faut un peu qu'on s'arrête. Malheureusement, je remercie tous les uns et les autres d'avoir mis beaucoup de choses en ligne, notamment de documents. Je vois que Diana Gay propose peut-être de parler des soutiens que les DRAC peuvent apporter. C'est trop tard pour le mettre, mais mettez-le en ligne. Quelqu'un me demande si on peut récupérer l'enregistrement de la conférence. La réponse est oui. Il nous faut un tout petit peu de temps pour la nettoyer. Je ne sais pas comment dire. C'est Tiffany qui s'en occupe, mais vous l'aurez en ligne d'ici 2 ou 3 jours et vous pouvez conserver en ligne aussi tous les liens qui ont été apportés par les uns et les autres que je remercie vraiment très, très chaleureusement. On s'arrête là, malheureusement, on a dépassé le temps. Merci infiniment à nos intervenants. Merci à tous ceux d'entre vous qui sont restés. On était assez nombreux sur cette séquence. Je crois qu'on peut en tirer la conclusion qu'on a beaucoup à réfléchir ensemble sur les transformations et notamment les transformations numériques qui ont été induites
induite, je ne sais pas si c'est par le confinement, en tout cas par ce choc que nous avons vécu et qui nous force à l'évidence à repenser aussi nos liens avec le public. Ça fera peut-être l'objet d'un cycle tout au long de l'année, puisque à ICOM France, on est en train de penser à ce qu'on va offrir comme réunion au minimum mensuel, peut-être bimensuel comme on l'a fait, entre nous comme ça, sous cette forme très spontanée, très libre, où chacun peut intervenir comme il le souhaite. On a eu le sentiment qu'il y avait une attente de nos membres à l'égard de ce format et on va le prolonger. On fera une proposition de programme d'ici à la fin du mois de septembre. Le prochain Zoom est le 9 septembre et c'est sur un sujet d'une importance absolument capitale puisqu'on va parler de la situation des métiers précaires, de toutes les professions qui n'étaient pas protégées, qui ne sont pas protégées par le caractère public de notre activité, majoritairement publique de notre activité. On va avoir une séance forcément très importante et la dernière séance de ce premier cycle sera le 22 ou le 23 septembre. Suivez sur notre site la date qui est finalement revenue parce qu'il y a un problème de date et portera sur la résilience. Si on vous dit résilience, que répondez-vous? Et enfin, vous le savez, on a une assemblée générale annuelle à la fin du mois de septembre, cette année le 25 septembre à Strasbourg, sur la question du musée d'après, de la place de la culture dans nos sociétés et de la place du musée dans la culture. Très importante conférence pour laquelle on attend, vous le suivez sur notre site internet sur lequel on attend des intervenants de très haut niveau, je ne sais pas ce qu'il faut dire, nous sommes en train de voir quel type d'organisation prévoir cette année un peu folle, parce qu'il n'est possible que nous ne puissions pas accueillir les 200 ou 300 inscrits que nous avons maintenant habituellement à nos assemblées générales annuelles. C'est à Strasbourg, les musées de la ville de Strasbourg nous accueillent et on est en train de mettre plus ou moins en place un double accueil, un accueil physique à Strasbourg et également un relais des débats permettant à ceux d'entre vous qui ne pourront pas se déplacer sur la même plateforme Zoom, puisque nous avons maintenant l'habitude. Suivez-nous, ces décisions se prendront dans les quelques jours qui viennent maintenant, lundi, mardi ou plus tard, on aura arrêté la forme de notre Assemblée générale. En tout cas, un dernier grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre participation, pour l'intérêt que vous portez à ces questions, la question du numérique étant une des questions clés de notre vie désormais dans les musées. Merci à tous, bonne journée, bonne reprise et à très bientôt. Merci Juliette, merci de votre invitation. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.